L'optique, c'était vraiment de faire en sorte que les gens puissent encore voir dans son jus ce quartier, ces casernes militaires. Certains y ont vécu, y ont servi la France, et puis évidemment aussi les habitants de Montigny et d'ailleurs qui sont venus découvrir ce qui sera un futur quartier d'habitation, un nouveau quartier de notre ville. Bien, il va y avoir plusieurs phases de réhabilitation et aussi de construction, bien évidemment, de nouveaux logements d'habitation. C'est un écoquartier, donc dans toute son acception, ce sera le seul écoquartier avec toutes les conditions qui sont réunies pour faire en sorte bien que on puisse avoir les conditions environnementales les plus optimales sur l'isolation des bâtiments, sur le chantier bien évidemment, sur tout un ensemble de normes que nous avons voulu et notamment de respect à la fois de l'architecture des bâtiments qui méritent de l'être historique, mais aussi de la biodiversité car il y a beaucoup de beaux arbres et qui ont d'ailleurs séduit nos architectes et Jean-Michel Villemotte en particulier. Tous les éléments vraiment architecturaux les plus importants seront conservés. Il y a évidemment des bâtiments comme une ancienne prison qui peut-être mériterait de l'être mais qui ne le sera pas. En tout cas, voilà, je plaisante, mais en tout cas, on aura vraiment à cœur de faire ici, d'ouvrir ces murs et aussi de faire en sorte que ce soit un nouveau trait d'union et qui fasse la couture entre Montigny-Haut et Montigny-Bas. Donc voilà, Montigny était traversé par les casernes. Aujourd'hui, ces casernes vont s'ouvrir et ça permettra de créer là de nouveaux lieux de vie et on espère de haute qualité de vie. Il va y avoir 3 phases successives pour les démolitions, pour les reconstructions et voilà, ça va être vraiment, on espère, dans les meilleures conditions possibles, un quartier qui va prendre peu à peu une nouvelle vie. Il y a d'autres projets en cours dans l'immobilier aujourd'hui à Montigny ? Eh bien, nous achevons le quartier Haussugnon également. Et puis, il y a des projections sur une ancienne chocolaterie, avec un petit quartier. Et puis également sur un quartier qui va accueillir à l'angle de la rue de Marly et la rue d'Omny une maison médicale. Donc voilà, ça va être tout un ensemble comme ça de petits spots qui permettront de créer aussi de nouveaux lieux de vie dans notre ville. Je m'appelle Christian Dreyer, je suis responsable d'opération au sein du pôle archéologie préventive de Metz Métropole. Avant commencer le projet, il fallait faire un diagnostic archéologique qui a été prescrit par le service régional de l'archéologie et nous comme opérateurs on a fait ce diagnostic. Entre le 23 septembre et le 23 octobre de 2019. On a découvert 3 sépultures du bronze final et aussi la bordure de la voie romaine Mestoul. Et ça concerne surtout les sondages qui se trouvent directement à côté de l'actuelle rue du Général Franiat. On a trouvé aussi dans les sondages des vestiges des anciens bâtiments de la caserne qui ont été déjà démolis au fil de décennies. On a trouvé aussi quelques structures qui sont liées plutôt aux activités agricoles ou maraîchères du 19e siècle, c'est-à-dire à l'époque avant la construction de la caserne. Donc on a trouvé bien différentes périodes historiques et oui, c'est même si on se trouve en dehors de limite de la ville de Metz, il y a quand même une certaine périodisation de l'histoire qu'on trouve ici. Jusqu'à maintenant, on pourrait faire de l'archéologie d'il y a 20 ans. On fait de l'archéologie du film, par exemple, Peau d'âne. Vous avez vu à la télé, j'imagine, ou au cinéma. Avec la grande actrice française Catherine Deneuve. Et Jean Marais. Voilà, Jean Marais. On fait des fouilles archéologiques à l'heure actuelle de l'endroit où on a fait le film. Voilà. Donc l'archéologie, ça s'arrête, il n'y a pas de temps défini. On ne s'intéresse pas à que ce qu'il y a dans le sol, les archéologues. Il y a ce qu'il y a dans le sol. Derrière vous, vous avez vu, il y a des tranchées. Là, il y a l'archéologue qui a réalisé toutes les tranchées, les sondages, pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Je vous invite après à aller voir l'exposition, ceux qui n'ont pas vu, pour vous montrer ce qui a été trouvé, une voie romaine et une petite nécropole de l'âge du bronze. Et les archéologues s'intéressent aussi à ce qui est en élévation, ce qu'on appelle l'archéologie du bâti. On va regarder les strates sous les couches de murs, sous les couches de peinture, à arracher la tapisserie pour voir
s'il y avait quelque chose en dessous. Alors malheureusement, l'essentiel des bâtiments de bureaux, il y a eu de la peinture très épaisse qui a été faite, ça a été occupé jusqu'à récemment, donc régulièrement ils repeignaient, on voit plus qu'en dessous. Et ce qui va nous intéresser, ça va être les caves et les toitures, parce que dans les toitures on fait souvent pas de travaux, ou les entrepôts. Dans les entrepôts ça reste nu et on va trouver beaucoup de choses. Regardez derrière vous, vous avez une belle trace, vous avez l'arc, vous voyez l'arc de la porte, une compagnie, vous avez une inscription militaire qui date des années 30. Ça, le colonel de Gaulle l'a connu cette inscription. Et c'est toutes des petites traces qu'on va essayer de les enregistrer, les photographier, les documenter, essayer de les dater, et puis essayer d'en sauvegarder dans le projet. Par exemple, s'il ravale ce bâtiment, on va dire on va peut-être pas passer le Karcher sur ou la nettoyage sur l'inscription. On va essayer de la garder. Des petits détails comme ça. Bâtiment, pierre, et c'est de la brique aussi en dessous, hein. Mais pas la brique apparente, elle est enduite. Ils sont pas de la même époque, vous voyez, ils n'ont pas le même style. Ceux de là-bas sont plus anciens, 1895. Et à l'époque, il y avait les mêmes ici. C'était toute une ligne identique. Et en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, ils rasent ces bâtiments-là, donc ils n'ont même pas 20 ans les bâtiments, hein, une vingtaine d'années, et ils construisent pendant la guerre, les Allemands, ces grands bâtiments. Alors je ne veux pas vous faire toute l'histoire du bâtiment, on va se consacrer à la présence de Gaulle ici, hein, la présence des chars. Hein. Je vous ai expliqué dans la visite guidée un petit peu toute l'histoire de cette caserne. Je vais vous remontrer une photo, vous mettre dans le bain, qui a été prise juste là où nous sommes. Elle a été prise, là, vous avez le crochet en métal dans l'angle. Ah oui, oui. Voilà. Donc c'est une photo qui date de 1937, si je ne m'abuse, 37, 38 plutôt je pense, donc de Gaulle. Donc ici vous avez un régiment de chars, hein, qui se trouve, de chars de combat, qui se trouve ici, qui a été installé ici dans les années 20, qui va être équipé avec un type de char qui s'appelle le FT-17, le char Renault, inventé en 1917. C'est un petit char. Voilà, vous en avez deux à l'entrée, là vous êtes rentré, vous en avez deux qui sont présentés ici. Mais je vais surtout vous montrer un petit schéma de présentation de ce type de char que j'ai quelque part. Il est devant. Il est devant, vous l'avez vu? Non, c'est un petit de A4. Voilà. Non, mais je l'ai en A4. Voilà. Voilà. Le FT-17. Jusqu'en 1937, il y a des FT-17 ici. Et ensuite, ils vont les remplacer avec deux autres modèles de chars. Le modèle D1 et le modèle D2. Le modèle D2, c'est celui que vous avez vu sur la photo avec De Gaulle. Hein, c'est les chars les meilleurs. En 1940, si la France avait été dotée en chars de ce type, on aurait gagné la guerre. Ce qui est mieux que les chars allemands. Ils étaient super rapides, manœuvrables, mais il n'y en avait pas assez. C'est ces chars-là que le colonel De Gaulle, à l'époque, a voulu doter pour la France. Mais c'est un de ces chars, c'est un D1 ou un D2, hein, vous voyez, que dans un hangar. Et je vais surtout vous montrer une belle photo avec... voilà, vous avez De Gaulle là, qui est en train de... La photo est prise pas loin d'ici, là où il y a les véhicules militaires en fait. Hein. Une revue des chars avec Delestraint, général Delestraint, qui va être le chef de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale de la Résistance, hein, qui va être l'envoyé de Gaulle. Ils vont se connaître ici. Voilà. Alors, on va donc se rendre à l'intérieur pour le petit côté historique de contexte, et on va donc monter dans les greniers pour voir un petit peu ce qui a été identifié. Nous les archéologues, on a passé, je sais plus si c'est à votre groupe que je vais expliquer, avec des lampes de poche, on a regardé, on a essayé de voir des traces, et donc dans le grenier on a trouvé différents éléments. Donc on va monter tout en haut, se retrouver dans le grenier, on s'attend les uns les autres, et puis j'attendrai que tout le monde soit là pour commencer les explications dans le grenier. Il n'y a pas de danger, hein, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas d'endroit où on peut... Il y a peut-être des fois des petits trucs, des petits obstacles, il faut faire attention où on met les pieds. Mais voilà, faites attention. Donc je vous ai dit, comme on a travaillé, on a scruté. Et la première chose qu'on a découverte, c'est ici, derrière moi. Donc ça va être la chose la moins facile à lire pour l'instant. Les deux petits chars ici. Est-ce que vous voyez un petit char là? Oui. Un deuxième là qui est plus moche, mais... Ah oui, exact. Donc ça a été fait au pochoir en fait. Hein. Vous imaginez un carton, papier, percé, et puis il passe la peinture. Et là vous voyez que c'est quelqu'un qui a peint, qui a nettoyé ses pinceaux. Comme on fait chez nous quand on a un chantier.
Michael Landolt, archéologue à la DRAC, au ministère de la Culture. Avec vos collègues, vous avez fait des recherches. Qu'avez-vous trouvé dans ce lieu et dans ces bâtiments en particulier ? Alors, on a trouvé de très nombreux graffitis, des peintures qui datent des différentes occupations militaires qui sont passées dans ce lieu. Entre autres, des peintures liées aux années 30, 1937, 1938, liées à la présence du régiment de chars qui a été commandé à partir de 1937 par le colonel Charles de Gaulle. Donc sa présence, on la découvre énormément ici dans ce lieu. À travers de très nombreuses traces, des chars de modèle D2 et modèle D1 peints au pochoir, des inscriptions que les visiteurs peuvent découvrir lors de cette journée. L'histoire de France s'est rencontrée à Montigny-lès-Metz. Oui, parce que donc, le colonel de Gaulle connaissait ici, il y avait aussi le général Delestraint qui était ici, qui pendant la Seconde Guerre mondiale va jouer un rôle important dans la résistance. Ça va être l'envoyé de Jean Moulin. Donc le général de Gaulle et le général Delestraint se sont connus ici, dans ces lieux, et cette longue relation d'amitié va naître à Montigny-lès-Metz. Par ailleurs, le gouverneur de la ville de Metz de l'époque, c'est le général Giraud, qui va être l'ennemi de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale, avec une inimitié qui va naître à Metz, déjà dans ces années-là. Donc les trois représentants, les trois grands généraux de la Seconde Guerre mondiale français vont se connaître ici. Entre autres, Delestraint va marier sa fille à Metz juste avant la Seconde Guerre mondiale à la cathédrale de Metz, et vont se retrouver dans la cathédrale Pétain, Delattre, Giraud, Delestraint, de Gaulle, tous les grands personnages du côté français de la Seconde Guerre mondiale qui sont passés, qui sont là à Metz dans les années 30. Le général de Gaulle était là pendant combien de temps à peu près dans cette caserne ? Alors il est là de 37 à 39, voilà, jusqu'à la déclaration de guerre, il part d'ici, de cette caserne, pour faire la bataille de France. Je suis M. Haberman, H-A-B-E-R-M-A-2-N, Robert. Bon, je fais partie de l'association Montigny autrefois et on a participé à l'organisation de la visite. Premier lieu à l'entrée, c'est la maison pas du général, puisqu'il n'était pas général à ce moment-là. Non, il est venu comme lieutenant-colonel. Il a fait un stage et ensuite il a pris le commandement du 507e régiment de chars de combat. Et il a été promu colonel. Il a été nommé général qu'après. Alors, une exposition, alors qu'est-ce que vous faites découvrir au public qui vient aujourd'hui ? Plusieurs choses déjà dans la salle du général. On a de nombreuses affiches où on a d'abord expliqué un petit peu quel était le lieu à l'origine, puisque c'était le long d'une voie romaine qui allait de Trèves à Lyon. Et ensuite, il y avait aussi l'amenée d'eau qui venait de lac de Jouy, l'aqueduc de Jouy, et qui longeait donc cette voie jusqu'à l'entrée de Metz pour alimenter Metz en eau potable. Et ensuite, le deuxième problème, c'est que les Allemands, quand ils sont venus, ils ont bien occupé les seules casernes qu'il y avait à Metz, il y en avait très peu, et ils ont été obligés de loger les soldats chez les habitants. Donc Montigny a été un peu sollicité pour loger d'une part les généraux, les officiers, les soldats, et puis même certains chevaux, et puis des attelages. Donc la ville de Montigny a été mise en contribution pour loger. En 1870, il y avait très peu de casernes à Metz, et à Montigny, il n'y en avait pas. Mais comme c'était une des plus grandes forteresses d'Europe, il y avait 25 000 hommes à Metz, dont 11 000 en périphérie et 3 000 à Montigny. Donc il fallait loger ces gens-là en attendant que les casernes soient construites.
Donc c'est fin 19e. Elle a été construite en 1887. Cette caserne a été d'abord, avant la guerre de 14, jusqu'à la fin de la guerre de 14, elle logeait donc le 34e régiment d'artillerie de campagne et le régiment de chevaux, l'artillerie à cheval. Donc qui était le 34e aussi, mais artillerie à cheval. Donc, après la guerre de 14, c'est logement pour le 507e régiment de chars de combat. Et puis le général de Gaulle a pris ça en main en 1937 jusqu'à la guerre 40. Pendant la guerre 40, ce qu'il y a d'intéressant à dire, qui était important, c'est qu'ici logeait un Waffen-SS, un régiment spécifique de Hitler, Leibstandarte, et donc jusqu'en 1941 où ils sont partis en Russie. Et puis après, ça a servi un peu à la Gestapo et puis différents services, puisqu'à Metz, il n'y avait plus beaucoup de militaires, puisque pris par les différents combats contre les Alliés, c'était surtout une caserne de passage. Il faut savoir qu'en 1944, donc les Américains ont remonté la rue Saint-Ladre et il y avait des canons qui étaient là, au niveau du cimetière, on a tiré sur les Américains pour la prise de Metz. C'est là qu'il y a eu 2 soldats américains tués. Le mur d'enceinte a été démoli. Puis après, il y a eu d'autres phases. Lors de l'élargissement des voies qui vont vers le triage de Sablons, mais Sablons, il y a eu donc l'élargissement des voies et donc rétrécissement de la surface de la caserne. Frédéric Dille, je suis montignien et je suis venu voir le quartier Élysée parce que j'ai fait mon service militaire ici, donc j'avais envie de voir les lieux de mon service. Quels sont les souvenirs que vous avez pu vivre dans ce lieu et en quelle année? Alors je suis arrivé ici en 1999, août 99 pour être précis. Alors j'ai commencé effectivement en tant qu'appelé. En 99, j'ai commencé en réalité rue de la Ronde, là devant les ponts. On venait ici pour tout ce qui était habillement et formalités administratives et aussi service médical. Il y avait l'infirmerie, tout se passait ici en fait. Mais moi j'étais basé sur la caserne à devant les ponts parce que je me suis engagé dans la musique militaire en fait. Tout au début quand on arrive, la première chose c'est ça, on va apercevoir le pactage. Donc ça fait partie des premières journées quand on arrive. Avec le coiffeur, je crois même que c'est d'abord le coiffeur et ensuite on passe à l'habillement, on touche le pactage et après on retourne dans les chambres et on apprend à s'habiller. Au début c'est très rigolo parce qu'on sent plus à des sacs de patates qu'autre chose. Donc ça commence par ça, l'habillement. Alors au début c'est la formation initiale du militaire, tout ce que ça comprend d'exercices, apprendre à marcher au pas, c'est pas évident. Pour la plupart, c'est très compliqué au début. Et apprendre les rudiments du soldat de base, le maniement des armes, etc. C'était un lieu où on faisait ses classes. C'était un lieu qui était effectivement réservé à former. Il y avait des bataillons, des escadrons où on formait les jeunes soldats, les nouvelles recrues. Tout à fait. D'accord. Et ensuite, ils étaient mutés dans d'autres régiments? Alors, pas forcément. C'est les gens qui étaient ici, qui étaient incorporés pour leur durée de leur service, ils restaient en fait sur place. D'accord. Il y a des traits marquants ou des souvenirs que vous pouvez me relater éventuellement là? Donc celui-là, je l'ai connu pendant une dizaine d'années et j'y ai passé beaucoup de temps. C'était un lieu où on faisait... moi j'ai des souvenirs, je faisais beaucoup de sport ici. Il y avait le gymnase qui était un peu plus haut. Et on avait beaucoup d'activités sportives ici et des cérémonies qui se déroulaient ici. Tous les vendredis, on avait les rapports. Tous les vendredis, on faisait de la musique. Et, c'était le discours traditionnel du colonel avant de partir en week-end. Et ça m'a marqué parce que c'était un moment à chaque fois assez fort
de cohésion. Je reviens vers vous parce que j'aurais aimé savoir quels sont les bâtiments encore qui composent cette caserne de Montigny aujourd'hui. Disons que ce qu'il y avait au départ, il y avait 5 écuries. Il en reste plus que 4 parce qu'il y a un bâtiment démoli. Donc voilà une écurie. Dans une écurie, il y avait 100 chevaux et puis il y avait un service vétérinaire en bout du bâtiment pour les chevaux malades et puis les chevaux boiteux. Ensuite, ce qu'il y avait à l'entrée, là-bas à l'angle de la rue Fragnat et la rue Marc-Seguin, il y avait l'arrivée de l'avoine, des pailles, tout ça, c'était des hangars à fourrage. Ils existent encore. Ensuite, ce qu'il y avait donc un peu plus loin, à l'entrée, il y avait donc les cuisines pour les sous-officiers et pour les soldats, avec des bains, puis des salles de réunion. Et puis en bas, il y avait la plonge. Ensuite, en face, c'était plus un bâtiment de service commun. Et puis les bâtiments qui longent la rue Fragnat, c'était des bâtiments de casernement. Ensuite, côté rue Saint-Ladre, il y avait une sortie avec un casino ou messe des officiers à l'époque, la première caserne du régiment d'artillerie. Et derrière, le long de la rue Saint-Ladre, il y avait un grand jardin pour justement que les officiers puissent se promener. Et ensuite, il y avait des maréchaleries. Là, ici, il y en avait une et il y en avait une à l'entrée pour les maréchals ferrants, pour ferrer les chevaux. Voilà un peu les grands. Alors, entre les écuries, ce qu'il y avait des manèges. Donc, c'était pour un peu sortir les chevaux, puis les faire galoper un peu. Et maintenant, on voit par exemple, entre les deux premières écuries, il y a le garage qui lui est apparu après la guerre de 14, avec l'arrivée des chars, comme la soute à carburant qu'on voit près de la rue Saint-Ladre, pour alimenter les chars en carburant. Donc voilà un peu la priorité dans les bâtiments. Vous avez une idée de leur vie à ces militaires? Ils sortaient sur Metz. Quelles étaient leurs vies en dehors du casernement? Ah bah oui, ils allaient se promener en ville, oui. Quelles étaient leurs activités? Ce qu'il y avait, il faut savoir, par exemple à Montigny, il y avait plusieurs restaurants ou brasseries où justement il y avait des salles de bal. Par exemple, à côté du jardin botanique, il y avait la salle London, où j'ai encore eu l'occasion. La salle de bal était aménagée en salle de basket, mais bon, il y avait beaucoup de restaurants avec des salles attenantes pour les balles. Oui, donc une activité de ville de garnison. Oui, tout à fait. Oui, c'était une ville de garnison. Et les militaires profitaient des différentes brasseries et des lieux de réunion pour se rencontrer et faire la fête.